Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, l'inflation, on a eu les chiffres intéressants parce que pour moi, il y a une différente grille de lecture possible sur ces chiffres d'inflation américains. Ça ralentit plus que prévu au mois de mars, des prix à la consommation qui sont en hausse donc de 5% sur un an. C'est mieux que les 5,2% qui étaient attendus par les marchés. On est au plus bas depuis 2 ans. On se rappelle qu'on était à 9% en glissement annuel au mois de juin dernier. On était à 6% d'inflation. Voilà, on se dit que la désinflation, voilà, elle est bien en marche. Ça fait 9 mois que ça ralentit, on y est. Preuve que les hausses de taux, d'intérêt, ça marche, ça fonctionne, ça produit des effets. Sur l'inflation totale, hein, qui est Total. celle que totale, voilà. Je pense que la politique monétaire n'y est pas pour grand-chose. C'est-à-dire que ce qu'on a là, c'est l'impact un peu mécanique de la correction des prix de l'énergie qui a permis de faire ralentir cette inflation totale. Mais l'inflation sous-jacente, elle, continue à rester bloquée. C'est-à-dire que si on essaye de s'abstraire un peu des mouvements mois par mois, en fait, ça fait à peu près 3 ou 4 mois que l'inflation sous-jacente évolue dans une espèce de tube sous-jacente, c'est hors énergie alimentaire, évolue dans un tube entre 5 et 6%. Ce qui Pourquoi ça baisse présente. pas? Pourquoi est-ce que ça ne baisse pas? Et Pourquoi ça baisse vous allez pas? beaucoup plus vite que moi, mais vous avez raison. Donc on peut être satisfait. Donc si je résume sur l'inflation globale, mais c'est pas grâce aux banques centrales, c'est du fait de l'évolution des prix de l'énergie. Par contre, le gros bémol, et d'où cette lecture contradictoire des chiffres par les marchés hier, parce qu'il y a eu des réactions un peu différentes au fur et à mesure de la journée, c'est qu'au final, effectivement, cette inflation sous-jacente, elle reste bloquée, collée à 5,5%. Pourquoi ça baisse pas alors? Pourquoi ça ne baisse pas? Alors, il y a quand même un phénomène important aux États-Unis, c'est l'accélération des salaires, qui a quand même été forte en 2022, sous l'effet de changements structurels, baisse de taux de participation, mais aussi sous l'effet d'une surstimulation de l'économie en sortie de pandémie. Donc ça a un effet sur un certain nombre de secteurs, en particulier le prix des services, qui tendent à être très sensibles aux variations de salaire. Il y a peut-être aussi des comportements de marge, ça on le voit en Europe également, où on a des profits qui ont plutôt bien résisté, et donc on devrait normalement s'attendre à une contraction des marges qu'on n'a pas vue. Donc là, Alors on on a vous entend, pardon, je vous coupe Gilles, on vous entend pas très bien, je sais pas, peut-être au niveau du micro. Je sais pas ouais, comment. parfaitement. Alors je vais essayer, je vais changer, je vais prendre un autre micro, un peu comme ça. Voilà, on est en direct, c'est comme ça, c'est les choses, mais c'est pour être sûr qu'on ait une meilleure qualité parce que là, c'est pas. Ah, si ça marche mieux, ça marche mieux, vous m'entendez Ouais, c'est mieux? beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Eh ben voilà, voilà, très bien. Donc oui, pourquoi ça résiste, pourquoi ça ne veut pas ralentir? Euh, donc peut-être, donc j'ai parlé des salaires, accélération des salaires qui pousse le prix des services en particulier à la hausse, ça c'est assez habituel. Une certaine résistance des marges aussi, ce qui peut être assez étonnant, mais qui s'explique aussi par une économie qui jusqu'à présent a été assez résiliente. Et puis patience parce que si vous regardez les épisodes passés de mouvements inflationnistes qui ont été cassés par des politiques monétaires restrictives, ça prend souvent très longtemps. C'est-à-dire que on a une espèce d'impatience depuis en fait l'année dernière parce qu'on a eu des politiques monétaires qui se sont durcies très vite, une Fed qui a finalement réagi de manière presque brutale avec des hausses de taux qu'on n'avait pas vues depuis 1994. Mais en général, il faut entre 1 an et 1 an et demi pour que un durcissement des conditions monétaires se traduise effectivement par un ralentissement de l'inflation. Donc voilà, on a quelques surprises, mais on a aussi cette impatience un peu naturelle. On voudrait voir une réaction immédiate de l'économie à ce que font les banques centrales, et ça prend toujours un peu de temps. D'accord, donc l'objectif de 2% d'inflation voulu par la Fed, il n'est pas pour tout de suite, elle va devoir encore relever ses taux une 10e fois consécutive début mai. Vous êtes vous aussi sur une ligne de 25 points de base et donc vous pensez au-delà de ça que ça produira ses effets donc quoi sur 2023, sur 2024? Sur Oui, je l'inflation pense qu'il y a, sous-jacente. ouais, on va continuer à voir, je pense, un ralentissement de l'inflation totale, et je pense que sur l'affaire sous-jacente, on verra des choses un peu plus baissières dans la seconde moitié de l'année 2023 et surtout en 2024. Et oui, effectivement, notre hypothèse, c'est qu'on devrait être pas trop loin de 2 à la fin de 2024. Mais pour la Fed, je pense que le calcul est devenu un peu plus compliqué depuis un mois avec ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, parce que ce qui compte, ce sont les conditions monétaires au sens global. Et les conditions monétaires, c'est ce que fait la Banque centrale, mais ce sont aussi, par exemple, les conditions de crédit telles qu'elles sont déterminées par les banques. Or,
on a des données, heureusement, dans le cas américain, qui sont presque immédiates. Hein. On sait presque avec un retard de seulement une semaine ce que font les banques américaines. Elles font face à une baisse des dépôts assez importante depuis maintenant un mois. Elles commencent à réduire la voilure de manière assez sensible sur l'offre de crédit. Et donc, on a peut-être une Fed qui, du coup, n'est pas obligée d'aller aussi loin dans ses taux directeurs que ce qu'elle aurait fait sans blocage dans le secteur bancaire, mais au moins 25 points de base de plus, oui, je pense qu'à ce stade, c'est sans doute l'hypothèse la plus plausible. Et sûrement la dernière hausse de taux, parce que mécaniquement, encore une fois, cette mini panique bancaire américaine a contribué, en tout cas à alimenter, à assécher donc cette distribution de crédit, ce qui aura un impact qui voit une hausse de taux implicite de quoi? C'est compliqué, de 25, 50 points de base, peut-être C'est plus compliqué, il y a eu tout un tas d'estimations diverses et variées, ça pouvait représenter entre 25 et un point de hausse de taux, et la réalité c'est qu'on n'en sait rien parce que le grand choc qu'on a eu sur le comportement des banques, c'était il y a 3 semaines, la semaine du 15 mars, où là on a vu une érosion des dépôts extrêmement rapide dans les petites banques américaines et une très forte montée du refinancement auprès de la Banque centrale. Ça s'est calmé depuis 2 semaines, donc on a déjà un peu de mal à avoir une image très précise du degré de dégâts que ces crises a provoqué dans le secteur bancaire américain. Mais la différence pour moi, du point de vue de la Fed, c'est que il y avait sans doute une certaine frustration de la Fed jusqu'il y a un mois dans les mécanismes de transmission de sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle a souvent l'impression que le marché ne répercutait pas suffisamment bien ces signaux, avec par exemple des taux à long terme qui restent extraordinairement bas. Et donc ça conduisait la Fed à vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin dans la remontée de ses taux et dans la réduction de son bilan. Là, au moins, elle a le sentiment que ça y est, les mécanismes de transmission sont à l'œuvre, via le canal bancaire en particulier. C'est un peu trop tôt pour être capable de le quantifier exactement, mais c'est en train de se produire. Donc ça, du point de vue de la Banque fédérale, c'est quand même un élément de confort. Ouais. On a eu la FMI qui a parlé, c'était mardi, qui nous a dit en gros que l'inflation mondiale resterait forte, la croissance plus faible. On se dit qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, même si on en parlera après, les marchés boursiers, notamment le CAC 40, est au plus haut. Non, c'est vrai, mais on a une espèce de divorce presque continu entre les vides économistes dont je fais partie et le marché. Cette idée qu'on va vers un ralentissement supplémentaire de la croissance est hyper consensuel. Et c'est fondé sur quelque chose de très simple, qui est l'expérience historique. C'est-à-dire que, je rappelle ça régulièrement, mais on a eu 10 épisodes depuis le milieu des années 60 de durcissement de la politique monétaire aux US. Dans 9 cas sur les 10, on a eu une contraction du PIB dans l'année qui a suivi. Donc voilà, en général, ça se termine comme ça. Donc il ne faut pas s'étonner. Juste, Gilles, les marchés le savent, ils ont peut-être pas autant de mémoire que vous, mais voilà, ils le savent aussi, ils ont accès à cette donnée. Et pour autant, on a encore une fois des marchés boursiers qui sont au plus haut. Qu'est-ce qui colle pas? Je pense que ce qui colle pas, c'est la pondération dans ce que fait le marché entre le signal taux d'intérêt et le signal récession. C'est-à-dire que si vous regardez la performance boursière dans le S&P 500 depuis 3 mois, en fait, quasiment tout est capté par les 10 plus grosses capitalisations. Si vous allez dans le bas du S&P 500 et vous allez vers des plus petites entreprises, en gros, si vous sortez du secteur de la tech, pour aller vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout la tech, vous avez en fait une performance boursière qui est cohérente avec une économie très médiocre, avec une économie en stagnation. Mais ce qui est en train de se passer, c'est comme il y a ces révisions à la baisse du niveau des taux d'intérêt sur le moyen et long terme, eh bien vous avez les entreprises qui sont très dépendantes du leverage, en particulier les boîtes de la tech, qui en profitent. Donc il y a une espèce de disjonction entre ce qui est vécu par ce que j'appellerais la petite Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, des petites boîtes, des petites capitalisations. Là, on voit vraiment un début de correction parce que l'économie va ralentir et c'est intégré par le marché. Et de l'autre côté, on a un petit souci des grandes boîtes, surtout des grandes boîtes, voilà, la baisse des taux va leur permettre de réduire le leverage. Excusez-nous, ça a coupé pendant 10 secondes. Vous disiez quoi? Il nous manquait les 10 dernières secondes.
Non, non, voilà, je disais simplement on a des boîtes de tech en particulier qui profitent énormément du fait qu'on a des estimations à moyen terme de taux d'intérêt qui sont en train d'aller à la baisse Oui, parce oui. qu'on intègre la récession et comme d'habitude, ça les soutient. Mais là, il y a vraiment un artefact, hein. Oui, mais si on va bien en récession, d'ailleurs c'est ce que nous dit Nouriel Roubini, le célèbre économiste américain qui avait prévu l'effondrement de l'économie en 2008, il nous dit que le resserrement du crédit basculera l'économie américaine dans la récession. C'est incompatible avec des marchés boursiers à la hausse où on se dit que la Fed interviendra et donc elle baissera ses taux et donc c'est bon pour les marchés boursiers. Moi, je pense qu'on aura un ou deux trimestres de contraction du PIB aux États-Unis, oui, dans la seconde moitié de 2023. En tout cas, c'est ce que l'expérience historique nous dirait. Et je ne crois pas à la capacité de la Fed d'opérer un réglage fin qui lui permette d'éviter ça. C'est-à-dire qu'il faudrait une connaissance en temps réel de l'économie américaine que même la Fed ne possède pas pour être capable de doser très exactement le moment in one de la baisse des taux. Je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on aura un conflit en fait entre les signaux de prix et les signaux de croissance. Donc je pense qu'on va effectivement vers une contraction, ce qui me rend effectivement pas nécessairement hyper positif sur les actions en général. La vraie question pour moi, c'est à quel moment, même les secteurs qui sont extraordinairement dépendants du niveau des taux, même les secteurs de la tech qui sont un tout petit peu détachés du fonctionnement normal de l'économie réelle, finissent par être attrapés par la patrouille. Et ça, on l'a vu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la tech, c'est pas parce qu'on est sur un produit ultra innovant, ultra nouveau, qu'on échappe complètement au cycle. À un moment, lorsque les ménages sont confrontés à une réduction de leur pouvoir d'achat, ils réduisent leur consommation, y compris sur la tech. C'est ça peut-être ce que le marché doit voir pour se persuader que voilà, les valorisations boursières sont un tout petit peu échevelées dans un certain nombre de sous-secteurs du S&P. Donc vous êtes un peu mal à l'aise avec le niveau de valorisation globale, même si c'est tiré notamment aux États-Unis, mais on pourrait dire aussi pour le CAC 40. Ça vous met mal à l'aise de voir le CAC 40, on en parle juste après avec notre prochain invité, de voir un CAC 40 à plus de 7450 points au regard de tout ce qu'on a dit? C'est-à-dire que oui, j'ai toujours ce sentiment. Alors, je pense que dans le cas français en particulier et dans le cas européen de manière générale, ce qui joue beaucoup, c'est un effet de soulagement. C'est un effet de soulagement par rapport à des prévisions, pour le coup, ultra pessimistes de l'hiver. On était extrêmement inquiet devant la possibilité d'une disruption massive du côté de l'énergie. Elle ne s'est pas produite. On a eu une très 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 légère baisse du PIB au T4 dans la zone euro à moins 0,03. Donc j'ai l'impression que ce qui se joue depuis quelques temps, c'est le sentiment que on a échappé au pire. Et du coup, il y a une espèce de regain de positivité dans la zone euro qui est une espèce de réflexe un peu psychologique. Mais c'est vrai que mais aussi il y a un élément quand même pour défendre un peu l'équité européenne, c'est que les niveaux de valorisation, si on les compare à ce qui se passe du côté des taux d'intérêt, sont nettement moins bizarroïdes aux US. Aux US, on a vraiment un écart massif entre ce que nous dit le marché obligataire et ce que nous dit le marché action. C'est beaucoup moins le cas en Europe. Donc les marchés boursiers européens ne sont pas survalorisés, c'est ça que je comprends? Ils sont en tout cas beaucoup moins survalorisés que dans le cas américain. Bon, dernière question, Gilles. Le FMI qui s'interroge aussi, c'est intéressant, enfin, c'est important, sur l'impact de ce violent resserrement monétaire des banques centrales sur le stress financier, en se demandant quelque part si ce stress bancaire qu'on a eu en mars, il est un cas isolé, même s'il y a eu 3 banques régionales américaines qui sont tombées, ou si c'est le début de quelque chose, en faisant le parallèle avec l'idée que Bear Stearns est tombé en 2008, 9 mois ou 6 mois avant Lehman. Alors c'est vrai on peut toujours se faire peur. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une situation qui est très différente de celle de 2008-2009, au sens où le gros problème de 2008-2009, c'est la découverte dans le système d'un actif qui était pour le coup super méga totalement survalorisé, qui était les actifs des subprimes et qui avait infecté la totalité du système financier avec extrêmement peu d'infos et un niveau de capitalisation qui était très bas. On n'est pas dans ces situations-là. Pour moi, on est plus dans une situation de pression lente, problématique mais gérable, telle qu'on a pu l'avoir à la fin des années 80, début des années 90. Moi, l'élément historique que je trouve le plus ressemblant, c'est celui de la fameuse crise des savings and loans aux US dans les années 80. Il y a beaucoup de points ressemblants. Vous aviez des banques régionales, des petites banques aux US à l'époque, qui avaient une très très mauvaise gestion de leur équilibrage actif-passif, qui se sont retrouvés à devoir gérer des portefeuilles obligataires dont la valeur avait énormément baissé, qui avaient des bases de dépôt et des bases de prêts qui étaient beaucoup trop concentrées géographiquement et sectoriellement,
C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les banques régionales américaines. Mais la crise des savings and loans des années 80, elle a pu être gérée dans le temps sans casse massive. Et là, c'est très très différent de l'espèce d'explosion en plein vol qu'on avait eu en 2008-2009. Donc, pour répondre plus clairement à votre question, je pense qu'il y a une question de fond à se poser dans le secteur bancaire américain. On a réussi à endiguer le choc avec une approche de la Fed qui a été quand même extrêmement généreuse. Il y a probablement des problèmes structurels à régler, mais on a probablement plus de temps et moins de stress qu'il y a 10 ans. Ouais, moi je pensais plutôt un accident financier du point de vue d'un corporate. On voit beaucoup de boîtes qui sont très endettées, et taux qui remontent, des refinancements qui seront plus chers pour certaines boîtes mal notées, très endettées, et puis une possible récession sur le sol américain. Voilà, tout ça mis bout à bout pourrait aboutir à un accident financier de la part d'un corporate, d'une entreprise. Il faut toujours surveiller ce genre de choses. Maintenant, en termes agrégés, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce choc sur les conditions financières et cette réduction de l'offre de crédit qu'on voit déjà dans les données, elle intervient dans un cadre très précis qui est le cadre d'une position de liquidité dans le secteur corporate qui est beaucoup plus confortable qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. On sort toujours de ces situations où pendant la pandémie, les entreprises ont empilé des réserves de liquidité extrêmement fortes, et la plupart de ces réserves de liquidité n'ont pas encore été consommées. Alors ça, c'est au niveau agrégé. Il est possible que des boîtes individuellement soient dans une position de liquidité compliquée et n'aient pas les moyens de faire face à un relèvement de leur coût de refinancement. Mais au total, on a quand même ce matelas d'épargne, également dans le secteur des entreprises, qui permet quand même de voir venir dans les mois qui viennent. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut.